And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq, of Ukraine. What's going on internationally? How do we get to the place where, Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened in World War II. Bonsoir, et je vous dis bonne fête à l'avance parce qu'on n'aura pas le temps tout à l'heure de vous souhaiter bonne fête. Avec Majed, heureusement on a encore un Libanais qui vient d'arriver, donc il y a la Syrie, l'Irak, le Liban et la Géorgie. Michel, on attendait la participation de Michel Rambaud, mais il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu venir pour une question de santé. Et puis parce qu'il voulait aussi parler du recensement qu'on a fait ici sur le livre collectif qu'il a publié avec d'ailleurs Faisal Jalloul. Je ne sais pas si est-ce qu'il t'a parlé, il t'a envoyé un message, parce qu'il m'a dit qu'il allait m'envoyer un message que je n'ai pas reçu. Non, il ne m'a pas envoyé un message. Il m'a parlé au téléphone. Il m'a dit qu'il est malade et qu'il ne pouvait pas venir. On aura l'occasion d'en revenir. Voilà, il viendra. Nous lui souhaiterons bonne santé. Et nous espérons qu'il sera parmi nous avant le bouleversement total, peut-être. Avec l'instauration de la démocratie en Syrie, et elle sera l'occasion d'en parler. Alors, on procède comme on fait. Je fais un petit peu mon introduction sur la situation, et puis on passe la parole les uns les autres. Voilà, et après, il y aura les questions du public, évidemment. Voilà. Alors, j'ai relevé un certain nombre d'informations sur les événements en Syrie. Ce que le héros libérateur démocrate qui s'appelle Adjolani, il s'avère qu'il était emprisonné dans mon pays en Irak. Lorsque les Américains ont occupé l'Irak, ils avaient emprisonné un certain nombre de chefs djihadistes, dont al-Baghdadi dans la prison de Kruper au sud de l'Irak, et Adjolani, il a passé 5 ans là-bas. C'était peut-être une école de formation qu'une prison. Il semble qu'ils deviennent tous après chefs d'État, une fois qu'ils sont passés par cette prison, chef d'État, libérateur, calife ou autre. Adjolani, il a commis en Irak, à partir de 2003 jusqu'à 2010, jusqu'à l'arrivée d'al-Baghdadi, il a commis des attentats meurtriers qui ont coûté la vie à des milliers d'Irakiens. Il visait essentiellement les communautés culturelles ethniques différentes. Il a fait sauter des camions piégés au sein de la communauté Shabak. C'est une petite minorité irakienne. Et il a fait des centaines de morts et de blessés. Il a fait sauter des camions dans la communauté yézidi. Il a fait sauter des camions dans la communauté turkmène. Donc, son objectif, c'était la purification. Pour faire un califat purifié, il fallait liquider toutes ces diverses communautés, et il avait conclu le tout par l'enlèvement de 7000 femmes yézidis qui ont été réduites en esclaves sexuels et transférées entre Mossoul et Halab, et puis Adlib, et puis dans le
le siège du califat où il avait instauré le marché des esclaves. À ce jour, sur les 7000 Yazidis, il reste encore 800 jeunes filles qu'il avait pris, qui sont dans les mains de restants du califat en Syrie. Ça, c'est le personnage. Et pour ces faits, les États-Unis d'Amérique, ils l'avaient mis sur la liste noire avec une prime de 10 millions de dollars pour sa capture. Voilà, pour sa captivité, sa capture. Juste un mot, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'annonce que j'ai mise en ligne hier. J'ai sous-titré l'interview de Mearsheimer par, j'oublie toujours son nom, le type de RT là. Sean. Il a un nom compliqué pour moi, Avzanchi ou je ne sais plus quoi. Et il évoque en rigolant le fait que sur le site, les sites officiels américains, du gouvernement américain, du département d'État, ils n'ont toujours pas effacé la demande de rançon pour absolument. Elle y est toujours, hein, donc il faut se rendre compte de ça. Tout à fait. La preuve en est, c'est que l'envoyé américain avant-hier, à Damas, il a évoqué ça. Ça sera une condition qu'ils vont imposer à M. al-Jolani. Ils vont lui imposer la condition d'accepter une fédération démocratique en Syrie pour enlever sa photo et annuler la décision de recherche contre lui. Donc, on négocie la future démocratie de cette façon-là. En tout cas, que s'est-il passé? Comment al-Jolani, il est né de ses cendres? C'était vraiment le modèle parfait de ce sphinx. Il était un tueur sanguinaire et devenu un libérateur. Alors, dans l'intermède, c'était déjà un terroriste modéré, souviens-toi. Un tueur sanguinaire, mais modéré. Modérément sanguinaire. Alors pour essayer de comprendre le pourquoi maintenant, puisque al-Baghdadi, son affaire à Mossoul, c'était en 2014. Ça fait 10 ans après. 10 ans après, on l'a nettoyé, on l'a repassé et ils l'ont présenté comme libérateur. Comment ils ont pu accepter ça? Mon analyse, c'est que les circonstances internationales, ils ont forcé la main des Américains pour faire quelque chose, particulièrement l'Amérique de Biden et avec Zelensky en Ukraine. Les dernières péripéties en Ukraine, parce qu'on annonçait que ça y est, l'Ukraine, elle arrive à aller bombarder en profondeur la Russie, et Poutine leur a envoyé sa fusée intercontinentale, et ils se sont calmés un petit peu, mais il ne fallait pas quand même laisser Poutine partir sans lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. Ils ont tenté d'opération. Ils ont essayé d'aller corriger la Corée du Nord par un coup d'État qui provoque la guerre. Du Sud. Par le Sud. Il s'agit de corriger la Corée du Nord. Via un coup d'État mettez sur le dos de la Corée du Nord en Corée du Sud. Absolument. Ils ont essayé de bombarder, ils ont envoyé des drones sur la Corée du Nord. Oui, disons qu'il y a eu des provocations. Enfin, ça, vous le verrez, c'est expliqué en large et en détail dans la soirée de l'autre jour sur la Corée. Voilà. Donc, je résume. Provocation pour des raisons parfois assez ridicules, mais l'opération c'était de faire, comme ils disent, des trucs de faux drapeaux, mais dans le cas des rapports entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il s'agissait d'aller énerver les Coréens en les incitant à réagir violemment
pour justifier donc une forme de coup d'État militaire, comme vous le découvrirez dans la vidéo qui sera mise en ligne dans peu de temps, qui ont émaillé l'essentiel de l'histoire de la Corée du Sud. Donc ça c'est pour expliquer cette tentative de coup d'État. Ils ont fait une tentative là-bas, et puis ils ont trouvé qu'il y avait également un autre lieu qui permettait de faire mal à Poutine, c'est la Syrie. La Syrie, d'autant plus que l'Ukraine possède d'excellentes relations avec Adjolani. Elle le fournit en armes, en drones, les armes qu'on envoie en Ukraine. L'Ukraine... Et Erdogan, via Erdogan aussi. Alors, on va reparler d'Erdogan. Alors, bien entendu, tout ça est chapeauté par Erdogan, et par Erdogan, c'est Trump lui-même, il y a 2 jours, il a dit ce qui s'est passé en Syrie, c'est la Turquie. C'est la Turquie qui a organisé ce coup d'État. Alors, c'était la Turquie, probablement avec... précise que, comme tu me l'as raconté tout à l'heure, Trump a félicité c'était Erdogan pour ce joli coup. Ah oui, il a dit la Turquie, elle est forte. Oui. Elle est très forte. Et Erdogan, qui attendait ça depuis des années, il a réussi. Effectivement, je me rappelle, on avait fait ici, il y a peut-être 10 ans, une soirée sur les ambitions d'Erdogan. Au moment où il a liquidé Khashoggi en mettant ça sur le dos de son autre frère musulman, Ben Salman. Voilà, absolument. Mais lui, son arrière-plan, ce n'est pas la peine que je vous le répète, on avait évoqué le plan de Erdogan, c'était en 2023, il devait revendiquer la ville de Mossoul et d'Alep. Parce que dans les accords à la fin de l'Empire ottoman, Alep et Mossoul n'étaient pas concernés par le partage qu'on a fait par la suite. Les vainqueurs de la guerre, ils ont partagé la région, il reste à revendiquer. Erdogan a travaillé la théorie qu'un siècle après, il a le droit de dénoncer l'accord, pas Saint-Exupéry, l'accord de Versailles. Saint-Raymond. Voilà. Et il a promis à son peuple à plusieurs reprises, je veux ramener Mossoul et Alep, les rendre à la Turquie, puisqu'ils étaient injustement. Donc, il se préparait, et l'ensemble de ces circonstances, la guerre en Ukraine, il faut préciser aussi, juste une insiste, que Erdogan actuellement est confronté à des grosses difficultés politiques liées à une grave crise économique en Turquie. Donc c'est aussi une des choses qui ont certainement... Une grosse crise économique. Et politique. Il a plus ou moins perdu les dernières élections, etc. Voilà, et puis elle est prise dans une nouvelle réalité. La nouvelle réalité, c'est qu'une autre puissance régionale, qui est l'Iran. L'Iran, elle joue un rôle très important. Elle a des ambitions à devenir une puissance atomique. Elle est déterminée à avoir sa bombe. Et puis, dans tout cela, il y a l'événement de la Palestine, qui Hamas a été soutenu, financé et aidé par le Qatar et par l'Iran. Et les Iraniens avaient promis et juré qu'ils allaient libérer la Palestine. Et ils ont déclenché une stratégie folle, absolument folle. Leur stratégie, au lieu de libérer la Palestine, ils ont réduit en cendres la Palestine, le Liban, la Syrie et encore. Le Liban, Palestine, Liban, la Syrie. Et si on ne stoppe pas, si on trouve une solution, ce sera l'Irak qui va passer. Le prochain pays à bombarder, c'est l'Irak. Pourquoi l'Irak?
l'Irak, c'est le pays le plus inféodé à l'Iran. Lorsqu'on a occupé l'Irak, les Américains, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, ils ont co-colonisé l'Irak, les Américains avec les Iraniens, parce que les Américains, sans appui populaire, ils ne pouvaient pas coloniser l'Irak. Donc ils ont utilisé les chiites et ils ont laissé le champ libre à l'Iran. Et l'Iran utilise l'Irak. Pourquoi? Parce que l'Irak, c'est la 12e réserve mondiale en pétrole. C'est l'un des pays les plus riches au monde. C'est un pays le plus riche au monde et les Iraniens donnent l'ordre aux Irakiens de financer un tel ou un tel. Exemple, après le départ de Bachar al-Assad, sa secrétaire, qui est une dame très connue sur le plan médiatique dans le monde arabe, Bouthayna Sha'ban, elle s'appelle. Le jour de départ de Bachar, elle a dit, Bachar, il a essayé de tenir tête aux Iraniens, mais il n'a pas réussi. On lui a demandé de financer tous les groupes qui attaquent les Américains, et Bachar a répondu, c'était au chef de Pasdaran, comment il s'appelle, celui qui était le général Qasem. Salami. Hein? Salami. Voilà. Qui était le général iranien, c'est lui qui gérait la domination de la région. Il est allé voir Bachar et lui a dit « Je veux que tu laisses passer tous les intégristes islamistes qui viennent d'Europe ou des autres pays musulmans. On veut les attirer à Mossoul et c'est comme ça on va les lâcher contre les bases américaines et nous, les Iraniens, on sera à l'abri. » Bachar al-Assad a dit « Mais moi, je refuse de payer un livre syrien pour une telle opération, c'est des terroristes. » Et le général lui a dit « Ça ne te regarde pas, c'est la meilleure façon pour s'occuper des Américains. » Donc, Bachar, il a été soumis aux désirata des Iraniens. Ils ont financé par les monnaies irakiennes 18 000 terroristes en provenance d'Afghanistan, de Pakistan et des pays islamiques de l'ex-Union soviétique. C'est ceux-là qui sont à cheval entre l'Ukraine et la Syrie. Et ils travaillent depuis des années, 18 000 terroristes qui sont réfugiés, ils restaient dans l'État, la République islamique de Jolani. Voilà, maintenant... tu veux dire, c'est ceux qui étaient à Idlib? Oui, c'est du côté d'Idlib. Alors... le fameux HTS. Oh, absolument. Oui, c'est-à-dire avec une allusion au Turkistan islamique et je ne sais quoi. Voilà. En réalité, ça c'est la version turque Erdogan. C'est ceux qui se revendiquent aussi surtout comme le bras armé des ambitions chaotiques de Erdogan dans ce coin-là. Voilà. Alors, ceux-là, ce sont des affaires qui viennent de sortir. C'est Bouthayna Sha'ban, la secrétaire de Bachar, qu'elle l'a dit. Et elle l'a dit dans le sens où elle dit « Je suis témoin, il y a un tel, qu'on était témoin lorsque Soleimani a exigé de nous qu'on finance, que Bachar a refusé de financer. » Maintenant, la mission qu'on a donnée à Al-Jolani, on lui a dit, tu commences par dire que tu es pour la liberté de croyance dans la future Syrie, tu es pour le droit des communautés religieuses et ethniques, mais on ne lui a pas dit, tu ne dois pas déclarer que tu es contre la fédération de la Syrie. Hier, il a commis la première faute
où il a dit qu'il refuse la fédération en Syrie et qu'il a l'intention de demander le départ des Israéliens. Je crois que c'est en partant de là qu'on va avoir les futurs conflits de ce qui va se passer. Alors qu'au départ, excuse-moi, il a publiquement annoncé qu'il était de connivence avec les Israéliens, puisqu'il participait aux forces qui allaient enfin libérer la Syrie de Assad. Absolument. Il a reconnu que ce n'était pas seulement un concours de circonstances, si comme par hasard, Israël envahit actuellement tout le sud de la Syrie, en même temps que le Liban, incidemment. Mais là, il avait reconnu que... Et là, maintenant, il se démarque de... Mais il essaye de démarquer parce que il y a tous ces Arabes et musulmans qui lui ont dit « Mais alors, les Israéliens, ils sont en train d'occuper le pays. » Pas seulement ils sont en train d'occuper la Syrie, mais ils ont réduit la puissance militaire syrienne à zéro. Depuis la rentrée de Mohamed Jolani à Damas, l'aviation israélienne bombarde sans pitié. Ils vont laisser la Syrie sans aucune défense. Ils la préparent. Alors là, je pense c'est le futur projet. Quel rôle elle va jouer la Syrie dans un futur projet. Au regard du paysage actuel, il ne faut pas oublier de parler des Américains et des Kurdes, donc de l'autre côté de l'Euphrate. Voilà. L'exigence des Américains. Les Turcs, Erdogan, il a ses exigences et il ne va pas lâcher la Syrie pour rien. Les Américains soutiennent des Kurdes et qu'ils ont promis, Américains et Européens, ils ont promis aux Kurdes qu'ils auront une république kurde au sein de la fédération de la Syrie. C'est pourquoi je dis hier... Les Kurdes ennemis, évidemment, supposément ennemis jurés de Erdogan. Ils sont ennemis de Erdogan. Ils sont les gardiens de prison des terroristes arrêtés par la Syrie et tout ça. Donc, comment ça va se dégoupiller? Les acteurs en présence, la communauté internationale, ils ont même invité les Nations Unies d'aller à Damas hier. Ils vont exiger de Gilani d'organiser des élections démocratiques pour permettre à tous les composantes de la société syrienne d'y participer. Et lui, peut-être il est gentil maintenant, mais peut-être petit à petit, sa vraie nature, il sort. Hier, il a ordonné à tous les 12 facultés de médecine et la faculté dentaire d'organiser une prière publique dans la rue pour donner l'exemple aux Syriens que l'élite intellectuelle, elle fait la prière de vendredi dans la rue. Donc, il va regagner, selon moi, on verra les rapports de force. Si les États-Unis et l'Europe n'exercent pas les rapports de force avec lui pour appliquer ce qu'il souhaite, ou ce qu'il souhaite Israël, elle est dans les meilleurs jours de sa vie. Aujourd'hui, si demain on propose un État palestinien, elle est partante. Parce qu'un État, ça sera un État comme les États aux alentours d'Israël, le Liban, mini-État, la Syrie, ça sera un mini-État, la Jordanie, mini-État, on fera un mini-État palestinien, ou alors on fera... Comme en Libye. On fera comme en Libye, ou alors on reprend les projets qu'on avait, nous, au Moyen-Orient. Il y avait un projet beaucoup travaillé et réfléchi qui s'appelait le croissant fertile. Les pays de croissant fertile, c'est l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie. Et
ça sera une formidable fédération fertile où il y a 3 fleuves, il y a de l'eau, on peut cultiver. Et au sein de cette croissance fertile, Israël, elle aura le rôle suprême de technicité, de compétence, de l'expérience démocratique, et tout le monde sera ravi. L'Occident sera ravi, et là-bas, les règles... Voilà, pour ne pas aller plus loin. Avant de passer la parole à Majed, qui va nous parler de la Syrie et du Liban, également en connaissance de cause, est-ce que tu peux me raconter la relation qui a été faite des circonstances dans lesquelles Bachar a été exfiltré de Syrie, de Damas? Alors, il commence à faire quelques déclarations à Moscou. Et parmi les dernières informations... C'est pas sûr. Pas sûr, c'est pas lui. C'est pas sûr, c'est pas lui. C'est le système... Sur son site, c'est le site de la République syrienne, mais c'est un site ouvert à tout le monde. Donc c'est... Qu'est-ce qui a été... mais pas les Russes. Qui a été faite les Russes. Il a dit dans une déclaration qu'il n'a pas fui la Syrie, mais il n'avait pas le moyen de continuer le combat et il s'est trouvé à Tartus. C'est ce que j'allais. Alors, de là-bas, il a été... la version, tu vas éventuellement compléter après. Bien sûr. Ma version. Lui, c'était le samedi soir, avant l'entrée de Jolani à Damas. Il était encore dans son bureau. Il exerçait sa fonction. Le samedi soir, les Russes, on lui a dit, Jolani, il va occuper Damas. Ça sera peut-être mieux de venir s'abriter dans la base militaire de Tamim. Hamim. La base aérienne. La base russe. Russe. Oui, il y a base aérienne et base navale. Donc il va dans la base russe. Il va dans la base russe. Le lendemain, il rentre à Damas. Et résultat, c'est que l'armée syrienne a jeté ses armes. Ils n'ont pas résisté. Djilali est rentré triomphalement. Et puis, les Turcs ou les Ukrainiens, ils ont commencé à balancer des drones sur la base russe. Et les Russes, ils ont dit, là aussi, tu n'es pas en sûreté. Il faut peut-être partir. C'est ainsi qu'il est parti. Alors, pas tout seul. Voilà, on ne sait rien encore. Voilà, écoutez, moi je n'ai pas les informations que jusqu'à maintenant personne ne peut le dire, affirmer avec certitude ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que la Syrie a été victime, comme l'Irak avant, d'un embargo, d'une barbarie sans nom. En Irak, ça a tué des millions. Oui, ça, voilà. C'est les sanctions. C'est les sanctions. Oui. Partout où les sanctions ont été appliquées, il y a eu effondrement des États. Le Soudan, l'Irak, la Syrie, la Libye, partout. C'est-à-dire, si on fait un embargo, c'est pour casser la résistance de la société, pour rendre le pays par terre, pour le mettre par terre. Excuse-moi, ce qui a amené là, il y a eu Internet a été inondé d'informations et effectivement, le rappel que la Syrie le pays était détruit, ruiné économiquement, voilà. Pour toutes sortes de raisons, pas ruiné, le pétrole occupé, etc. Et les sanctions évidemment qui ont été désastreuses. Mais le résultat, le résultat est là. Mais la situation des rapports de force actuels, pour autant que tu saches, Liban, Syrie. Voilà. Il y a eu le Hamas qui a fait le déluge d'Al-Aqsa sans consulter ni l'Iran, ni le Hezbollah, ni la Syrie.
et d'ailleurs, Senwar, avant sa mort, il l'a dit ouvertement. Il a dit, je voulais amener la guerre globale dans la région. Or, personne n'a marché. Vous voyez? C'est ça le problème. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que le courant, Senwar a été assassiné, finalement, il est mort l'arme dans les mains, mais finalement, au sein du Hamas, où il y avait un conflit entre le courant frériste, frères musulmans, et le courant représenté par Senwar, finalement, c'est maintenant qui on revoit? On revoit Khaled Mash'al, qui est un des dirigeants du Hamas, qui a été mis à l'écart avant. Et puis maintenant, on le voit, c'est le premier à féliciter le nouveau pouvoir islamiste à Damas. Vous voyez? Et n'oublions pas que le Hamas, sous Khaled Mash'al, qui est basé entre le Qatar et la Turquie, avait participé à la guérilla contre le pouvoir syrien qui l'avait aidé. C'est eux qui ont creusé le tunnel, c'est eux qui... voyez. Donc... c'est l'Orient, le Levant compliqué. Non, mais c'est-à-dire, ça c'est des faits. Ça c'est des faits. Ça c'est des faits que vérifier. Et d'ailleurs, l'Iran n'a pas rompu avec le Hamas. La Syrie avait rompu, mais le Hezbollah et l'Iran ont fait pression pour qu'ils reprennent l'aide au Hamas, et finalement ça a été fatal. Voyez. Mais le vrai problème, c'est qu'après la victoire contre les djihadistes en 2017, voyez, il y avait en Syrie une armée iranienne combattante, pas seulement des conseillers. Voyez. Donc, une fois que la bataille contre Daesh, ils ont demandé pour plaire aux Émirats du Golfe et l'Arabie Saoudite, parce qu'ils avaient mis une condition, ou bien vous rompez avec l'Iran pour qu'on vous aide. Donc, il a fait un geste en demandant, maintenant que la bataille est finie, vous rentrez au pays. Donc, c'était... Et puis les Russes, finalement, ils ont fait des arrangements catastrophiques, parce que quand on commence une guerre, on la termine. Il n'y a pas de trêve, surtout avec Erdogan. Donc, les autres se renforçaient. En plus, si vous voulez, une armée qui est épuisée. La trêve dont tu parles, c'est la trêve qui a eu lieu il y a déjà plusieurs années. Oui, Astana et tout ce machin. Voilà. Finalement, la Turquie n'a pas respecté. Vous voyez, il était assuré que la Turquie allait, finalement, elle a poignardé la Russie et l'Iran. Le bon moment. Le bon moment, voilà. Donc, et puis l'armée était sous-payée. Elle a perdu 100 000 hommes pendant la guerre civile, la guerre contre les terroristes. C'est quand même, ça ne vous rend pas une armée efficace. Et surtout, vous vous privez d'une armée combative comme l'Iran. Et à la fin, quand il a compris que Joulani, avec la Turquie, allait entrer en guerre, il n'avait pas ni le pouvoir à l'intérieur, ni les Iraniens n'étaient pas là. Oui, là, tu nous parles de Assad. Assad, voilà. Oui. Voilà. Non, ça, donc, je crois que tout le monde a à peu près compris ça. Mais la question, c'est maintenant, la situation maintenant. Les rapports de force compliqués, les conflits, les contradictions entre les différents acteurs. L'armée syrienne a disparu dans la nature. Il n'y a pas eu de combat. Alep a été conquise sans guerre. Voyez. Et toutes les autres villes aussi, et rapidement, il y avait un deal... c'est-à-dire l'armée a disparu, c'est ça. Qui dans l'armée, ça on ne sait pas encore. Qui a abandonné le terrain. Parce que quand même c'est une catastrophe. Catastrophe même pour l'armée. Parce que maintenant les dirigeants de l'armée vont être jugés. Oui, malgré
la promesse de la démocratie. Non, non, il n'y a pas de démocratie, ça c'est... Oui, mais bien sûr, mais on essaye d'expliquer, oui, de faire une information bien informée, qu'est-ce qui se passe réellement, qui est là, qui occupe le terrain, avec quels intérêts, je viens. C'est-à-dire, alors que l'armée est par terre, et avant qu'elle abandonne le combat, vous aviez la société tout entière. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il y avait une corruption monumentale. Oui, encore une fois, ça c'est connu. Donc, mais maintenant, je vais vous donner la carte, l'état des lieux. Voilà. C'est ça qui vous intéresse. Voilà. Il y avait le HTC, c'est-à-dire l'armée de Jolani, qui était à Idlib. À côté, dans la région, il y avait une autre armée formée par les Turcs qui s'appelle l'armée nationale syrienne. Ça, c'est le gros. Vous avez Daesh dans le désert, à côté des Américains, qui ne sont pas inquiétés. Et dans le sud? Vous avez les Kurdes, d'abord. Oui. Dans le sud, vous avez une trentaine d'organisations. D'ailleurs, même à Idlib, protégé donc des Américains et surtout d'Israël. Israël, il y avait 12. Le Foreign Policy, il y a 2 jours, a publié un article et elle a nommé les 12 organisations dont les salaires venaient d'Israël. Oui. Et là, vous avez les unes contre les autres. Et puis, ce qui est curieux, leur seul point d'accord, c'était de se débarrasser d'Assad. Voilà, ce donc qui est curieux, c'est fait, c'est les points de désaccord. Voilà. Mais ce qui est fait maintenant, qu'ils se sont débarrassés de l'Assad et de l'armée syrienne, parce qu'il ne s'agit pas d'une personne, c'est la Syrie. On est d'accord, oui. Voilà. Donc, tout de suite, là, Israël a réduit à néant toute l'armée. C'est-à-dire tous les stocks, les blindés, les avions, les stocks de munitions, tout ça. C'est maintenant n'importe quel pouvoir qui est à Damas, il est édenté. Il n'a rien pour imposer d'abord pour défendre le pays et pour imposer contre ses adversaires. Voilà, c'est-à-dire c'est le chaos organisé. Oui, mais le chaos est organisé justement avec ces agents, ces proxys, comme on dit maintenant. Non, ce n'est pas des proxys, c'est les Israéliens directement et les Turcs. Il y a aussi les Israéliens directement, mais il faut être complet. Donc tu as évoqué toutes ces organisations qui sont au sud, qui servent de faux nez à l'armée israélienne, qui maintenant le fait très franchement et envahit le pays. Nous avons depuis un moment les Kurdes au service des Américains, mais ils ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. Les Kurdes, donc la prochaine bataille, c'est entre les Turcs. Les Turcs. Les Turcs même ont leur soi-disant leur front du Turkestan, je ne sais quoi, qui d'ailleurs permet, là je parle sous ton contrôle, d'espérer non seulement avoir un protectorat pour Erdogan à Alep et jusqu'à Mossoul, mais surtout parmi les nombreux problèmes économiques et politiques qu'il a, il y a plusieurs millions de réfugiés syriens qui se trouvent actuellement en Turquie. En Turquie même, voilà. Problèmes. Au Liban aussi, en Jordanie, en Irak. Il y en a aussi beaucoup au Liban. Voilà. Donc si on fait l'inventaire des forces, on a donc ces organisations soutenues par les Israéliens au sud. Au nord et à l'est, on a principalement les Kurdes soutenus par les Américains. Vous avez Daesh dans le désert. Daesh dans le désert. Vous avez une base américaine aussi à Tanf avec les Kurdes. Vous avez la Turquie officiellement, elle est présente, elle occupe. Voilà. Et menace d'envahir. D'envahir, c'est ce qu'a expliqué très bien Subhi tout à l'heure. C'est-à-dire, parce que le régime turc, il y a le parti islamiste qui gouverne, la justice et je ne sais pas quoi, mais il est l'allié d'un parti ultranationaliste qui exige le retour du califat ou de la Turquie dans sa splendeur. Donc Alep, Mossoul, il a très bien expliqué. Mais le problème, c'est que maintenant vous avez un pouvoir qui n'a pas de quoi s'imposer, ni économiquement,
ni militairement. Où ça? Le Turquie? En Syrie, en Syrie. En Syrie, c'est fini. Oui. En Syrie, c'est comme l'Irak. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas sûr que Joulani va s'imposer. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, je suis d'accord. Voilà. Et là, on a un autre exemple. Une seule chose. Oui. Peut-être j'ai mal expliqué, ou peut-être il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Le Hamas, on a fait depuis ça fait 3 soirées qu'on fait sur la question de Hamas et de... Hamas, c'est une fabrication israélienne-qatarite. Le Qatar a mis la main sur le Hamas. Le Qatar a laissé faire. Le Hamas, il a fait, je ne sais pas s'il a consulté l'Iran ou non, néanmoins, l'Iran a participé. On a vu le spectaculaire fusée iranien qui tombait à 2 reprises, mais l'Iran a cessé d'intervenir après l'attaque israélienne. Personne ne le dit. Ce que les Israéliens, ils ont détruit les bases de lancement des Iraniens. Et les Iraniens, parce qu'ils ne peuvent plus, ils n'ont pas pu venir au nez de la Syrie. Là, dans l'opération qui vient de passer, c'est la défaite totale de la stratégie iranienne de mettre la main sur les Palestiniens, et c'est le triomphe de la stratégie israélienne. Il faut voir la vérité comme ça. Oui, non, mais ça c'est évident. Le grand perdant dans cette histoire, il y a d'abord la Syrie, ça c'est la grande population de la région, en particulier de Syrie. La Syrie comme État et comme population. Gaza, Sud-Liban, Syrie. Voilà. C'est-à-dire, on a... Je voulais juste demander un éclairage à Faisal, parce que il y a évidemment, du fait, c'est un conflit global et déjà très ancien, les derniers développements du conflit, pas seulement ce qui a donné lieu à soi-disant un cessez-le-feu au Liban, quelle est la situation dans ce chaos de plus en plus compliqué et profond? Quel est le point de vue libanais, en tout cas le tien, sur l'implication Est-ce que, par exemple, on est en train de faire ça nous promet une Syrie sur le modèle du Liban, qui n'a depuis longtemps plus vraiment d'indépendance, ni de gouvernement, ni... Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Merci pour l'invitation, et je vais être bref. Vas-y. Pour qu'on puisse... donner l'occasion au public de poser des questions et de discuter avec nous. Bon, je vais répondre à 2 questions. La première concerne la région tout entière. Et la deuxième question sera focalisée sur l'avenir de ces conflits. Oui, c'est ce qui nous intéresse. Et parmi cet avenir, aussi l'avenir du conflit venant du Liban. Après la Deuxième Guerre mondiale, la région arabe a été divisée en 2 camps. Le premier camp a été guidé par l'Arabie saoudite. C'était le courant islamique. Les frères musulmans faisaient partie de ces courants-là. Et les monarchies arabes étaient ou islamiques ou pro-islamiques. En conséquence, c'était dirigé par les Américains. Ce qu'on appelle les salafistes. Voilà, salafistes, An-Najoun Min-an-Nar, comment on traduit ça en Najoun Min-an-Nar? Le groupe An-Najoun Min-an-Nar. C'est ceux qui fuient l'enfer. Et ceux qui sont sûrs qu'ils ne vont pas à l'enfer. Donc, et il y a les takfiris, il y a tout un paquet de... Il y a les djihadistes, il y a tout un paquet de ça. Et de l'autre côté, il y avait les républiques arabes.
Les républiques arabes étaient nationalistes en gros. C'était le Baas. Pas seulement le Baas. Kadhafi n'était pas Baas, mais il était nationaliste arabe. À l'époque de la République arabe unie. Et Abdel Nasser n'était pas Baas, mais il était nationaliste. Donc, il y avait les islamistes d'un côté et les nationalistes de l'autre. La Syrie et l'Irak faisaient partie de ce courant nationaliste-là. Ce courant nationaliste a été bien construit pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, les Américains comptaient sur les islamistes et sur l'Arabie saoudite, les monarchies et tout ça. Et de l'autre côté, ces régimes-là ont formé ce qu'on appelle l'organisation du monde islamique. De l'autre côté, on a formé la Ligue arabe. La Ligue arabe était censée être le lieu où les nationalistes peuvent agir et peuvent construire une stratégie pour l'avenir. Donc, pendant la guerre froide, ces deux courants faisaient des combats l'un contre l'autre. Et en 90-89, après la chute du Berlin, c'était les victoires des islamistes avec les Américains et tout ça, et la défaite du courant nationaliste. Mais ce courant-là a bien tenu. Le coup le plus dur, c'était pour le régime pro-soviétique du Yémen, du sud du Yémen, le régime marxiste nationaliste, qui a été avalé par le régime pro-américain de Ali Abdallah Saleh. Après, c'est la guerre contre l'Irak. Et avant, c'était la guerre de l'Irak contre l'Iran pour mettre fin à l'avancée de l'islamisme chiite dans la région et pour sauver les monarchies aussi. Donc Saddam a essayé de jouer le jeu double. D'un côté... Oui, il a été beaucoup encouragé par les Américains. Voilà. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fait un coup contre l'avancée de l'islamisme chiite iranien, mais de l'autre côté, une année après ou 2 années après, il a envahi le Koweït. Donc, ce qu'il a fait à la fin de la guerre, ce qu'il a fait contre l'islamisme chiite iranien n'a pas duré longtemps. Avec le Koweït, il a mis sur le dos les islamistes arabes et les monarchies, les sunnites, les chiites et les sunnites. Voilà, donc voilà, il a reçu un coup. Le premier coup, c'était dur, mais un régime bien construit, et il a les moyens, comme le régime irakien, il n'a pas été chuté et défait d'un seul coup. Il fallait qu'on attend un peu. Avec les sanctions, on a affaibli l'armée irakienne et on a fait la même chose avec Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, il a pris le premier coup avec la guerre mondiale qui a été menée contre la Syrie, parce qu'il faut rappeler aussi, 128 pays ont fait une conférence à Tunis et après à Marrakech, et leur seul slogan c'était la chute de Bachar el-Assad. Tu as peut-être vu la vidéo que j'ai évoquée au début, tu n'étais peut-être pas là, il y a 12 ans, où Soubry et nous tous ont conclué que c'était fini pour Bachar, et c'est l'intervention russe qui va ensuite lui sauver la mise. Non, mais c'est à l'époque, il faut rappeler bien, Joulani. Est-ce que je peux avoir... Ça, je ne sais pas. Le fondateur d'Al-Nusra, qui est filiale d'Al-Qaïda, à l'époque, Laurent Fabius avait dit sa fameuse phrase, le Nusra faisait du bon boulot en Syrie. Oui. Voilà, maintenant le bon boulot, il est maintenant à Damas. Et il ne faut pas oublier qu'Assad a tué un ambassadeur français. Il a essayé, Chirac a essayé de ramener Assad un peu loin de l'Iran. Il a promis
à Chirac de le faire, il n'a pas fait. Chirac, moi je suis au courant de tout ça et j'ai des documents aussi. Bon, Sarkozy a refait la même chose quelques années après, mais ça n'a pas marché, donc la France a eu à plusieurs reprises pas une seule don contre Bachar, beaucoup de dons contre Bachar. Donc, sans parler de son père. Son père, oui, mais son père, à la fin de la règne de Hafez al-Assad, il était en bon terme avec Jacques Chirac. Oui. C'est lui qui a permis à la France de faire de participer à ce qu'on appelle les accords d'avril en 1996 entre Israël et le Liban. Donc il était Chirac et il y avait Al-Hariri aussi qui était l'ami de Chirac et l'ami de Nasrallah, et il a essayé de faire la première fois que la France fait une conférence de francophonie dans un pays arabe, c'était au Liban. Et c'était avec l'acceptation de Hafez al-Assad, le grand nationaliste arabe, et avec aussi Rafiq al-Hariri et Hezbollah. Hezbollah était là. On va peut-être je voulais juste rappeler pour la vidéo, pour les jeunes générations pour qui tout ça est vraiment très lointain, mais c'est donc utile pour eux de le rappeler, que le fameux Arabe du futur, très en vogue, la BD très vendue, très lue, l'Arabe du futur, évoqué par le père de l'auteur, du dessinateur, c'est Hafez el-Assad. Oui, donc le père de Bachar. Les nationalistes arabes lançaient un slogan historique dans la région, ce qui faisait beaucoup de mal à l'Arabie saoudite et aux monarchies. Nasser disait que le pétrole de l'Arabie saoudite et du Golfe, c'est du pétrole arabe. Donc ça doit servir à tous les Arabes, pas à l'Arabie saoudite, pas aux monarchies du Golfe. C'était pour les pays du Golfe une cause importante pour tout organiser contre Nasser et lancer des batailles contre Nasser et faire chuter Nasser et après faire chuter les bases. On arrive à ce point-là. Voilà. Maintenant, situation actuelle. Situation actuelle. Y compris vu du Liban, oui. Mais aussi avec je laisse les Liban, la big picture, comme disent les anglo-saxons, que tu as brossé. Je vais laisser le Liban à la fin. Pendant une année, Assad a été humilié une centaine de fois par des frappes israéliennes à Damas, à Alep, et il ne répondait pas. Pourquoi? Il avait le moyen de répondre. Pourquoi? Parce que les Russes, si il y avait, pourquoi en 2018, Bachar al-Assad a fait tomber un avion F-16 israélien. C'était un acte important à l'époque. Pourquoi? Parce que les Russes ne voulaient pas. D'après les informations que j'ai, je confirme ce que tu viens de dire. De l'autre côté. C'est les Russes qui lui fournissaient les S-300 et S-400 qui permettaient d'abattre les avions. Voilà. Alors c'est ce que va nous expliquer peut-être parce que les Russes, la stratégie des Russes, pour les Russes, la sécurité d'Israël, l'existence d'Israël n'est pas discutable. Il y a 1 million de Juifs russes en Israël et ils pèsent lourd à l'intérieur de la Russie et il pèse aussi à l'intérieur d'Israël. Je termine. Oui. Donc, et les Russes, ils ont une guerre contre l'Ukraine, avant contre la Géorgie, et ils voulaient être calmes dans cette région qui est, en principe, une région de domination américaine et occidentale.
Ce n'est pas une région de domination russe ou une région neutre. C'était comme ça. Donc, déclencher une guerre, parce que faire tomber les avions de combat israéliens, et c'est un acte pour Israël et pour les États-Unis d'Amérique, c'est un acte d'une petite guerre, d'une guerre. Donc les Russes ne voulaient pas. De l'autre côté, les Iraniens poussaient Assad à participer à la guerre de Tawafan al-Aqsa. Tu l'as nommé Deluge de l'Aqsa. À la guerre de Hezbollah, ni à la guerre de... Donc, lui, il était entre les deux. Avec une armée, il a bien mentionné Majed, une armée très très faible. Le soldat syrien touche $15 par mois. 10 ou 15, ça dépend de l'époque. Pas beaucoup. Oui, alors excuse-moi, ça, encore une fois, c'est des choses dont non, les réseaux ont été il n'y a pas une armée, tout le monde est un peu au courant de ça. Il n'y a pas une armée dans le monde qui combat avec un salaire de $10. Faisal, on est d'accord, mais ça, idéologisé ou pas. C'est des informations qui ont été diffusées déjà assez largement. Je parlais de la vidéo où Wertheimer a évoqué la situation de délabrement. La question, c'est pas ce soir, c'est pas savoir pourquoi l'armée syrienne s'est effondrée. C'est où en sommes-nous, qui tire les ficelles. Bon, on va reparler de la Russie tout à l'heure avec Célestin, mais est-ce que tu nous parlais finir là-dessus et finir sur le Liban? Je vais être bref. Netanyahou, 2 jours après les accords de cessez-le-feu avec le Liban, il a lancé contre Assad une phrase, une sorte de déclaration de guerre. Il a dit, Assad joue avec le feu et il va payer très cher. Il joue avec le feu et il va payer le prix cher. 2 jours après, c'est l'assaut de Joulani. 2 jours après. 3 jours après l'assaut, après la chute de Damas, un jour. Le jour même après la chute de Damas, une campagne d'assaut israélien contre l'armée syrienne et contre les dépôts de munitions, contre les il a, oui, ça on en a parlé tout à l'heure. Il a pu transférer la Syrie comme un pays qui n'a pas d'armes, qui n'a pas le moyen de se défendre. Donc la Syrie se trouve dans cette situation-là. Al-Joulani, il est à Damas. Il y a des... comment dirais-je, il y a des calculs turcs historiques pour le nord de la Syrie. On a parlé de ça tout à l'heure. Oui. Et il y a du côté israélien quelque chose que tu n'as pas mentionné, Majed. Non, du côté de la sud de Syrie. La stratégie, à mon avis, ça n'a pas été déclaré, mais la stratégie de Netanyahou, c'est de mettre la main sur le sud syrien et continue sur la frontière syrienne avec le Liban pour mettre Hezbollah, la résistance libanaise, entre deux pressions. Du côté syrien, la région chiite de Hezbollah, Al-Biqa', l'est et le nord-est du Liban, habité, dominé à majorité chiite, et du sud Liban aussi à majorité chiite. À l'intérieur, peut-être avec des interventions et des pressions américaines, on pouvait couper la banlieue sud par des troupes anti-Hezbollah. Donc là, tu parles de la stratégie vis-à-vis du Liban. Oui. Vis-à-vis du Liban. Oui. D'accord. Et affaiblir davantage Hezbollah. Est-ce que c'est faisable? C'est
Est-ce que c'est faisable? Tu penses que c'est la stratégie? Non, c'est la stratégie. Oui. Mais il faut revenir un peu en arrière pour parler de cessez-le-feu entre Hezbollah et Israël. Netanyahou a demandé lui-même le cessez-le-feu. Dans le mass média, on dit que c'est les chiites qui ont demandé ça. Le vrai, il y a des informations diffusées par les Américains, diffusées même en Israël même. La demande de Netanyahou de cesser le feu n'était pas lancée sur le devant de la scène, mais ça a été discuté secrètement au sein du Conseil de guerre un jour après les bombardements de Hezbollah de Tel Aviv. Des fusées stratégiques ont été lancées contre des immeubles considérés comme très importants et des postes, des bases militaires. Et ça a fait des effets à l'intérieur de Tel Aviv catastrophiques. Ça n'a pas été diffusé largement dans le mass média, mais à ce moment-là... Oui, parce que je précise une chose très brièvement. Ces attaques ont visé y compris des parties accessibles au public, on va dire, alors que les attaques iraniennes, tu as parlé des dégâts qu'ont fait, donc on n'en sait rien en réalité, qu'ont fait les Israéliens en Iran. D'après ce qu'on a entendu dire, j'ai des informations assez contradictoires avec ce qu'a dit Soubry. Mais ce qui est certain, parce que ça a été montré, c'est que les frappes iraniennes ont été attaquées les bases militaires israéliennes. Il ne faut pas oublier qu'Israël bombardait Beyrouth et bombardait des immeubles habités par... Éteins-le, s'il te plaît. Voilà. Bon. Israël, à l'époque, bombardait des civils au Liban, sous prétexte qu'il y a un, je ne sais pas quel responsable, et il y a beaucoup de fois qu'il n'y avait pas de responsable de Hezbollah. Donc, oui, mais ça on sait que l'Israël a poursuivi son génocide au Liban en massacrant absolument tout le monde. C'était la réponse du berger à la bergère. Hezbollah a fait la même chose. Donc, à ce moment-là, Israël, Netanyahou, a envoyé son ministre des Affaires stratégiques à Washington pour relancer ce qui était commencé auparavant par l'émissaire américain qui s'appelle Hochstein. Et c'est comme ça qu'on a eu le cessez-le-feu entre les deux parties. Mais il y a une grande partie de Hezbollah qui n'a pas voulu cesser le feu. On lance un nom, le nom de, je ne sais pas, moi je ne suis pas sûr, mais ce nom a été lancé. Un dirigeant de Hezbollah qui s'appelle Khalil Harb. Lui, ce nom, c'est connu dans la rue au Liban, mais on n'est pas sûr que c'était lui. D'ailleurs, on ne peut pas savoir. Il n'a pas voulu. Il a voulu continuer le combat. Il n'a pas voulu qu'on cesse le feu. Et il n'était pas le seul. Il y a une partie de Hezbollah. Il y a des combattants qui ont bien résisté au sud du Liban. Oui, parce que j'ai compris, d'ailleurs, l'armée israélienne elle-même n'était pas du tout enthousiaste à continuer le combat au Liban. N'a pas pu avancer 10 km. 2, 3, 4, et il recule. 2, 3, 4. Mais il a rasé une trentaine, une quarantaine de villages. Oui, ils font ça à l'américaine, les Israéliens. Ils font ça. Ils bombardent tout. Voilà. Donc, pour les combattants de Hezbollah, la victoire était possible contre Israël, donc il ne fallait pas... Au moins au Liban. Au moins au Liban. La situation de Hezbollah aujourd'hui
le rapport de force à l'intérieur de Hezbollah est en faveur de ce monsieur-là, de la résistance et des continuations du combat. Mais l'Iran et peut-être les députés de Hezbollah, le côté politique de Hezbollah font pression pour cesser le fait et pour ne pas relancer Parce que l'Iran, lui, ne veut pas poursuivre ce combat. Bon. Oui, après je vais demander, on va parler de la position russe et de la position américaine, et après je vous rends la parole et ensuite les questions du public. La situation en Syrie va dans quelle direction? Voilà, c'est ça, c'est la grande question. On a un gouvernement des islamistes. Ces gouvernements ne cachent pas ses intentions. Hier, au ministère de l'Information et à la télévision, on a diffusé des vidéos demandant aux femmes de reprendre le voile. Avant, il y avait des vidéos pour... pire que ça. Hier, oui. il y a le porte-parole, oui. Il a dit que la femme, biologiquement, ne peut pas occuper certaines fonctions. Oui, c'est pas nouveau. Ça c'est pas nouveau. Qui gêne évidemment la presse occidentale et leurs sponsors, parce qu'on essaie de nous expliquer que ça va être des terroristes très modérés et des démocrates qui vont bientôt libérer la femme arabe. En face de Joulani, il n'y a pas de poids lourds qui peuvent faire la concurrence contre lui. Provisoirement. Lui-même, il a tué 24 dirigeants de ce qu'on appelait à l'époque Hayat Ahrar al-Sham. C'est-à-dire un groupe, un parti, moi je n'ai pas des informations vraies. Les noms sont connus. Donc il a organisé une tuerie, il a profité de l'occasion que ces gens-là font une conférence de la direction de ce parti et il a bombardé. Pour l'instant, il a éliminé ses principaux concurrents. 24. Non, il en reste, c'est ça la question. Il en reste deux sortes de concurrents. Il y a ce qu'on appelle les universitaires et les opposants laïcs, comme Sobhi, comme... Mais qui n'existent pas. D'accord. Non, mais en termes de rapport de force, quels sont ceux qui ils pèsent pas lourd, mais ils peuvent parler, ils peuvent... Et de l'autre côté, il y a des islamistes et l'armée de libération de la Syrie financée par la Turquie. Moi, je ne fais pas la différence entre cette armée et M. Al-Joulani, parce que le maître, il est le seul. Il est la Turquie, il est Erdogan. Donc, Erdogan ne va pas déclencher un conflit inter-islamistes. L'armée de libération... il ne va peut-être pas le déclencher, mais il va peut-être avoir lieu quand même. Il va, je ne pense pas, moi, parce que cette armée financée par la Turquie, il est... Le Qatar. Plutôt par le Qatar, parce que la Turquie n'a pas beaucoup d'argent. Elle en manque plutôt que le Qatar qui finance. C'est le Qatar qui finance la Turquie, oui. Écoutez, Erdogan, il a dit clairement, dans une réunion publique, que les régions de la Syrie, nordiques de la Syrie, seront un jour des régions turques. Oui, ça on en a parlé longuement tout à l'heure. Donc, la question, si on a ce genre de stratégie, on ne va pas parler des millions de dollars oui, pour financer. On a dit où va la Syrie dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? La Syrie, à mon avis, avec un régime qui n'est pas très fort et qui va avoir des problèmes avec la société syrienne, parce que 50 ans, un demi-siècle de laïcité
a laissé des traces aussi dans ces pays, et ça serait très difficile de réislamiser ces gens-là. Bon. Oui, attends, attends une seconde. Tu finis, après, je vais introduire un commentaire russe. Si vous voulez, je peux terminer maintenant. Oui, non, si vous êtes pressé, non, on va y revenir, mais parce que sans ça, et il y a des objections. Donc, quelle est ta conclusion? Le régime doit avoir un rôle contre Hezbollah, le régime syrien. Oui. Doit participer au cercle lancé contre Hezbollah. Pardon? Oui. Donc. Et doit aussi faire attention, il a mentionné ça, Sobhi, des frontières irakiennes où il y a les milices pro-iraniennes. Donc, il doit jouer ce rôle-là, qui est un rôle hyper important pour tout le monde. Pourquoi pour tout le monde? Parce que la Syrie est limitrophe de l'Alliance Atlantique avec la Turquie. Il est limitrophe de l'Union européenne avec Chypre. Il est l'ennemi, enfin, il n'est plus l'ennemi d'Israël, mais Israël à côté. Donc, c'est lui qui va gouverner Damas. Il doit faire face à ces genres de géopolitique rares dans la région et peut-être dans le monde. Comment il va faire ça? En construisant un régime comme le régime afghan, en construisant de régimes... Tu penses que c'est plausible qu'il puisse faire ça? Je ne pense pas, moi. Voilà. Pour cela, peut-être je dois pleurer quand je constate, quand je fais ces constats, la Syrie peut-être sera dépecée. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. Et alors, avant le débat, la table ronde, et peut-être on aura le temps de quelques questions du public, je vais laisser de côté la position américaine parce qu'en fait on la connaît, elle fluctue, mais on a toutes sortes de déclarations de Trump, y compris dernièrement. On sait que de toute façon c'est l'important pour les États-Unis, c'est Israël, et l'ennemi c'est l'Iran. Maintenant, une chose qui a été clarifiée dernièrement, et là je ne sollicite pas ni les réseaux sociaux, ni des informations exclusives, puisqu'il suffit d'aller regarder le canal officiel russe, Russia Today, il y a des déclarations extrêmement claires de l'ensemble de l'appareil politique russe, de Poutine, de Peskov, de tout le monde, de Lavrov, pour dire, bon, on a changé de stratégie, on a décidé, en gros, vu les circonstances et les nombreux périls auxquels nous sommes affrontés, évidemment pour nous le point important c'est de rester une puissance régionale, je reprends les termes même de Poutine. On va donc nous se contenter de gagner la guerre en Ukraine, ce qui est à peu près fait, et qui d'ailleurs explique peut-être qu'il y a sait-on jamais, mais là c'est de la pure spéculation, un accord entre Trump et Poutine pour dire je te laisse, je laisse tomber la Syrie, mais tu me laisses régler l'affaire ukrainienne. C'est pas en tout cas. De ce côté-là, on sait à peu près. Donc, je vais demander à Célestin de nous confirmer la position russe vis-à-vis de l'Iran, de la Syrie, c'est que là, maintenant, stratégiquement, il y a une réorientation stratégique. Il s'agit de défendre avant tout les intérêts russes, c'est-à-dire évidemment les bases qui sont implantées là-bas, avec des soldats russes, des moyens importants, etc. Et de laisser les acteurs régionaux s'étriper entre eux, vu le chaos de l'ensemble des témoignages que nous avons eus, ne nous laisse pas espérer non seulement un avenir radieux et démocratique pour la Syrie, mais même le résultat c'est que la Syrie a disparu pratiquement.
la Syrie est un des pays absolument emblématiques du monde arabe. On en a parlé tout à l'heure, bien, est tout simplement en train d'être rayé de la carte en tant que nation. Donc, un mot de notre ami, je ne le montre pas, mais il va nous expliquer. Si tu peux brièvement je vais d'abord commenter confirmer ce que je viens de dire à propos de la position russe. Je vais d'abord russe. tout à fait confirmer, et ce n'est pas en fait si nouveau que ça. Simplement, ça s'est concrétisé dans ce cas-là, dans les faits, mais on s'est aperçu depuis un certain moment que la Russie évite en fait les politiques interventionnistes, dans la mesure où il y a un conflit tout à fait existentiel pour la Russie qui est celui d'Ukraine, et que deux fronts à la fois, c'est beaucoup trop. Tous les stratèges militaires qui parlent, il y en a certains qui sont des personnes publiques qui le disent tout ouvertement, que c'est ainsi, et voilà, on ne va pas sauver l'insauvable, ou en tout cas des moyens que ça demande sont au-dessus des capacités optimales, ou raisonnables qu'il faut déployer. Voilà, donc la Russie ne cherche pas, en fait... ça c'est comment dire, je fais le passe aux Eurogaga qui vont tous être à trembler devant l'invasion par la Russie de je ne sais que des chars russes à Paris, des chars russes à Paris et toute cette histoire. En fait, voilà, non, il n'y a même pas en Syrie, quoi, voilà. Donc, et ça se confirme également par les attitudes de la Russie sur le champ en Géorgie notamment, parce que c'est une autre zone de potentiel chaos, mais heureusement pour l'instant ça ne le fait pas. Tous les tu peux continuer. Oui, donc ce qui se passe, c'est que le pouvoir géorgien, qui est accusé de tous les vices et tout ce qu'on peut par l'Occident actuel, c'est pas du tout un pouvoir pro-russe. Alors, il n'a jamais été un pouvoir pro-russe, sous le prétexte que le patron de ce pouvoir, de ce parti géorgien, est un oligarque qui a gagné sa fortune en Russie dans les années 90. Bon, alors son opposant, un de ses opposants, il a fait des études à l'Institut des relations internationales à Moscou. Et alors, je veux dire, maintenant, c'est une tête brûlée pro-occidentale. Je veux dire, pourquoi l'un le serait, l'autre ne le serait, donc ne le serait pas. C'est que en fait, ce parti qui gouverne, je l'ai déjà dit peut-être la dernière fois, est le plus pro-occidental la plus pro-occidentale des forces que jamais ait connu la Géorgie au pouvoir. C'est que simplement... Alors, comme on a beaucoup parlé de la Géorgie, on va surtout parler de la position russe par rapport voilà, au donc la position russe, en Syrie, mais en je veux Syrie, dire, Palestine, là, etc. L'exemple de la Géorgie, c'est pour dire que c'est pas que le parti au pouvoir soit pro-russe, c'est que ce parti, il arrange la Russie tant qu'il lui crée pas de problème plus que ça. Et la Russie a, bien sûr, il y a des lignes de contact. Il n'y a pas de relations diplomatiques, mais il y a des lignes de contact avec le gouvernement géorgien, sans doute avec des compagnies, rien que pour remettre en route le sans-visa pour les citoyens géorgiens, c'est une histoire encore assez récente de cette année. Alors bien sûr, il faut des accords avec les autorités locales, etc. Il y a donc des contacts. Il y a peut-être des agents secrets qui rôdent. Voilà, ces gens-là. Célestin, là, il s'agit de la position russe par rapport au conflit syrien. Bon, la Géorgie, il suffit de regarder une carte et on comprend tout. Oui, donc en Syrie, c'est la même chose. Je veux dire que les Russes, du moment où ils se sont assurés que les bases militaires, ils ont négocié certainement ça, que les bases militaires ne soient pas touchées,
alors, après, on récupère éventuellement Assad, et puis voilà, ça, on laisse les terroristes entre eux, quoi. Et leurs sponsors respectifs se débrouiller. Voilà, avec en attendant que ces mêmes sponsors auront probablement des problèmes dans oui, alors je résume et je passe la parole de nouveau à Majed et à Soubry, et après j'espère on aura un tout petit peu de temps pour les questions du public. Donc, la position russe, rappelons, l'intervention russe, c'était que pour différentes raisons parfaitement justifiées, les Russes ont considéré qu'il y avait un problème existentiel à venir s'ils laissaient Assad tomber, Assad qui était quand même un gouvernement allié avec lesquels la Russie avait des accords et des traités tout à fait officiels, et qu'il fallait lui sauver la mise. Ils ont fait ce qu'il fallait pour. Là, les choses ont évolué. Je rappelle, c'était là aussi, je le fais très brièvement, y compris dans l'interview que j'ai mise, parce qu'elle résume très bien la situation de Mearsheimer. Il explique que, y compris les Russes, voyaient que ça n'avançait pas depuis les fameux accords d'Astana, et insistaient auprès de Assad pour qu'il rétablisse justement, qu'il fasse évoluer la situation positivement pour sortir de ce bourbier syrien tel qu'il était figé à ce moment-là. Et il semblerait qu'ils ont commencé à être lassés, quelle qu'en soit la raison, du fait que Assad ne faisait rien, et donc ils ont passé toute cette affaire pour pertes et profits, ne serait-ce que parce que de toute façon, ils avaient un enjeu beaucoup plus important à leur frontière. Donc, ceci c'est pour expliquer le point de vue russe, et on va repasser la parole à Soubry et Majed qui voulaient faire un certain nombre de commentaires, notamment sur ce que vient d'expliquer Faisal. Je peux dire un mot? Allez, un dernier, après on passe la parole seulement un mot. Les Russes voulaient que Assad règle les problèmes avec les universitaires, l'opposition laïque. Okay. Donc, pour lui, c'était pas très intéressant. Le problème, c'était avec Idlib, avec ceux qui ont envahi la Syrie. Donc, avec eux, il ne peut rien faire. Oui. Avec les autres, ça sert à quoi? Oui. Même les Russes n'étaient pas très... Là, on a expliqué la position russe, c'est pas pour dire que Assad faisait sa mauvaise tête, c'est qu'il était dans une situation où il était déjà complètement coincé. Il était déjà en 2012, il était de nouveau à ce moment-là. Donc effectivement, même quelle que soit la volonté de Assad, il ne pouvait rien faire de toute façon. Donc, à vous. Oui, deux choses. Premièrement, la Russie, quelle que soit sa position avec les États-Unis, la Russie n'est pas favorable à enrayer Israël de la carte. Ça, c'est la base de tout. Je termine. Laisse-le parler. Ce n'est pas... La Russie ne veut pas. La Russie, Assad était pris en piège par la stratégie qatarite iranienne. C'est le moment pour jeter Israël à la mer. C'est Hamas et l'Iran, enfin, soyons sérieux, l'Iran ne cesse pas de dire et de jurer qu'il va extirper Israël parce que c'est un cancer dans la région. Si on ne veut pas reconnaître ça, on va se tromper, sur toute la ligne. Deuxième. Oui, attends. Pour préciser les choses, parce que les gens qui vont regarder la vidéo ne vont pas bien comprendre, clarifions les choses. Il ne s'agit pas, quand on dit ça, de liquider les Juifs d'Israël. Il s'agit d'éliminer l'État sioniste d'Israël. C'est autre chose. Non, mais c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Oui, on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais c'est de ça dont il est question. Mais dans l'esprit des Arabes, ce n'est pas ça. Dans l'esprit des Arabes et musulmans, ce n'est pas ça. Alors, vous vous trompez. En Europe, on se trompe. Là, l'Iran, elle déclare qu'elle va finir avec l'État d'Israël. Elle ne l'appelle pas État. Assad est la victime de cette situation. Lorsque Hamas a fait de surenchère sur l'Iran,
elle a réussi à entraîner l'Iran à rentrer en guerre, qu'elle ne voulait pas. Parce qu'ils n'ont pas voulu laisser Hamas tout seul. Assad ne pouvait pas, elle ne pouvait pas suivre ni l'Iran, ni Hamas. Elle n'avait pas les moyens. Vous l'avez décrit, la décrépitude de son armée, la société est en état lamentable dans la capacité de faire la guerre. Deuxième chose, pour le Hezbollah, Naïm, le remplaçant de Nasrallah, il a demandé le cessez-le-feu de façon raisonnable et il n'avait pas d'autre choix. Faisal, il faut qu'on cesse. Elle n'avait pas d'autre choix. Le Liban, il serait rasé, la Syrie, elle sera occupée, l'Iran ne peut pas bouger et la Russie ne va pas faire la guerre. Oui, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue marxiste, je dis ce que nous explique et j'approuve Soubry, c'est faisons une analyse concrète de situations concrètes, au-delà des intentions et des idéologies. Alors, dans la pratique, militairement, avec en plus tout l'accès logistique coupé pour le Hezbollah, je vois pas très... c'est ce que ça fait. Donc, voilà, donc c'est juste pour préciser que, quelles que soient ses intentions, le Hezbollah n'est pas dans une position, dans un rapport de force qui lui permette de refuser un cessez-le-feu. De même d'ailleurs, les autres parties prenantes de ce cessez-le-feu. Oui, mais c'est après le mois de novembre. Avant... Peut-être, mais bon, là on parle de maintenant. Alors, Soubry, reprends s'il te plaît. Moi, je pense que le malentendu dans l'esprit des mouvements politiques arabes est là. C'est qu'entre le souhaitable et le faisable, on parie tous sur le souhaitable. Ce n'est pas possible. La Russie, elle a conseillé sagement à Bachar el-Assad de sortir, puisqu'il ne pouvait pas ni résister, et la Russie ne rentre pas en guerre pour la Syrie. Elle ne rentre pas. L'Iran, d'ailleurs, il ne l'a pas fait. L'Iran, qui est celui qui appelle pour la destruction de l'État d'Israël, il ne l'a pas fait. Pourquoi voulez-vous que les Russes fassent la guerre à la place des... Ce genre de régime n'est pas réformable. Oui, d'accord, attends. Laisse-le finir. Alors, là aussi, je confirme, parce que c'est exact ce qu'explique Soubry, c'est ce que Poutine, son ministre des Affaires étrangères, ses porte-paroles ont expliqué, vous pouvez vérifier, les déclarations sont publiques. Donc c'est bel et bien, effectivement, la position russe. Le pauvre Assad, le pauvre Assad était coincé. Il était coincé. Exactement, entre parenthèses, comme en 2012. Oui, et là, c'est encore pire. Absolument. Il n'a pas les moyens. Il a vu ce qui s'est passé à Gaza. Il a vu ce qui s'est passé avec Hezbollah. Et on lui dit, fonce, allez, résiste-toi tout seul. Avec quoi? Ni le peuple, ni l'armée. Les Israéliens qui maintenant se jettent plus pour massacrer tout le monde, hein, entre parenthèses. Voilà. Oui. Alors, Majed. Écoute, c'est... Voilà. Écoute, il n'a pas foncé, il n'a pas soutenu que en parole, et pourtant il a été liquidé. Ça c'est... Ensuite, la position syrienne, depuis il n'a pas été liquidé, il a été exfiltré. Exfiltré, et la Syrie a été liquidée. Malgré tout ça. Liquidation, voilà, ça c'est clair. Voilà. Après le camp David, quand Sadat a signé la paix séparée avec Israël, Hafez al-Assad, le père de Bachar, et Bachar n'a pas changé. Il a dit, nous, on ne peut pas faire la guerre contre Israël. Tout ce qu'on veut, c'est récupérer les territoires occupés. Commencer par le Golan. Et le Golan, c'est selon les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, on ne peut pas dire que la Syrie voulait liquider même l'Iran. Même l'Iran. La seule chose, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, c'est l'entité, le régime sioniste. Ils n'ont pas dire qu'il va détruire l'État, les jeter à la mer. Voilà. Ça, ensuite,
c'était Ahmadinejad d'ailleurs qui l'a dit, qui n'est même pas un religieux, c'est le seul, si vous voulez, civil parmi ce régime. Finalement, il était contre la Syrie et il a regretté ce qu'il avait dit. Il a dit, vous avez mal compris. Ça, c'est ses déclarations. D'ailleurs, en Iran, des ayatollahs, il y a des députés juifs, des députés chrétiens. Bon, voilà, sur le débat de ce type-là, intra-arabe, sur la politique générale, là, on est en train de voir quels sont les rapports de force concrets. Oui. Analyse concrète de situation oui, concrète, je termine par ça. Je termine par là. Voilà, je termine par là. Parce que, si vous voulez, c'est une défaite sans nom, qui rappelle celle de 67. Je vous rappelle que la guerre de 67, on l'appelait la guerre de 6 ans, de 6 jours. De 6 jours, oui. Jusqu'à maintenant, elle continue. Jusqu'à maintenant, où est les 6 jours? Ça fait 50 ans qu'elle continue. Et la Syrie, ce n'est pas la fin du monde. Vraiment, c'est catastrophique. Mais tant qu'il y a des... en 82, avant 82, Israël est allé à Beyrouth, a occupé Beyrouth, physiquement. Et Hezbollah n'existait pas. N'existait pas. Et ils ont chassé les Palestiniens. Donc, on les retrouve... tant que vous ne donnez pas... Tant que vous ne donnez pas une solution équitable selon le droit international, je ne pense pas qu'il y aura la paix. Alors, excuse-moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est ce qu'on a répété déjà à plusieurs reprises. Il n'y aura pas de paix sans justice. Le rapport entre le droit international et la justice, je peux te dire qu'il est de plus en plus ténu. Et Israël ne connaîtra la paix, ne reconnaîtra pas la paix. Voilà. Absolument d'accord avec toi. Donc, avant de passer la parole aux questions du public, la conclusion je termine. Je m'excuse auprès de mes camarades si j'ai l'air d'être défaitiste. Moi, je suis réaliste. Et je suis réaliste dès le premier jour. Ici, on a parlé sur l'histoire. Est-ce qu'il faut un État palestinien où il faut finir avec Israël? Je dis, c'est de l'enfantilisme de dire qu'on va finir avec Israël. Il faut l'État palestinien. Les conditions, maintenant, ils sont réunies. Les conditions d'un État palestinien, ils sont réunies. Ce n'est pas les conditions de l'Iran, ni de Hamas, mais c'est les conditions de la communauté internationale. Ils vont faire un mini-État comme le mini-Liban, comme le mini-Syrie, et c'est seulement dans ce contexte-là, peut-être, ils cherchent de la paix, qu'il n'y aura pas de la paix, sans justice, donc comme c'est parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas la paix. Mais sans droit, donc c'est de la perspective. Parce que n'oublions pas que l'Iran était l'allié d'Israël. Ne l'oublions pas. Oui, voilà, à l'époque du Shah. Voilà. Donc, on ne va pas remonter si loin. Il ne faut pas oublier le public. Voilà, c'est là. Donc, ta conclusion, tu l'as donnée. Maintenant, y a-t-il des questions du public avant qu'on passe à la collation bien méritée? Apparemment, oui. On a tout dit. Est-ce que la stratégie du chaos de l'impérialisme américain n'est pas en train d'avancer et pas forcément de réussir complètement, mais de continuer et d'encercler la Russie aussi, parce que la Syrie est un allié fort de la Russie, et ils ont réussi à la détruire. Donc il y a de moins en moins d'appui. Bon, là, je vais répondre rapidement, parce que ça, on l'a déjà répété 50 fois. La stratégie du chaos, c'est chaotique. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, elle s'est déjà retournée contre ses acteurs, elle est en train de le faire régulièrement par principe. C'est chaotique, c'est difficile à maîtriser. Sur l'évolution sur le long terme, y compris vis-à-vis des États-Unis, elle est en train de se retourner de différentes manières. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue ni les rapports de force tels que... Je suis assez d'accord avec les conclusions de Soubry, de manière logique, réaliste et concrète, on peut les observer. Ce qui est clair actuellement, c'est que cette stratégie du chaos, il ne faut pas oublier quel est son objectif principal, c'est détruire la Russie.
Il ne faut pas oublier ça, c'est ça la stratégie du chaos. Par des biais divers et variés. De ce côté-là, c'est l'échec total. On peut d'ailleurs assez facilement comprendre que ce qui se passe en Palestine, il y a beaucoup de circonstances opportunistes, enfin au Liban, en Syrie, dans le Levant compliqué, est en rapport évidemment avec ça, mais on vient de te répondre, et je peux t'envoyer les textes quasi officiels ou officieux des Russes qui t'expliquent que effectivement, ils savent, les raisons pour lesquelles ils ont jugé essentiel d'intervenir en Syrie sont aujourd'hui dépassées par l'évolution de la situation et qui sont conduits à s'intéresser à ce qui se passe d'abord chez eux, et c'est pour ça qu'ils prônent une stratégie cohérente avec le multilatéralisme, comme on dit maintenant, prôné par l'ensemble des pays des BRICS, dont notamment, y compris l'Iran d'ailleurs, la Russie et la Chine et l'Inde, qui est de reconnaître qu'il y a des puissances régionales, qu'il est logique que ces puissances régionales défendent leurs intérêts et leur sécurité, et que pour ce qui concerne la Syrie, le Moyen-Orient, la Palestine et leurs voisins, y compris assez envahissants du type de la Turquie, ils vont se débrouiller entre eux et entre puissances régionales. C'est ça la position de la Russie. Mais encore une fois, dans la perspective générale de la stratégie du chaos, on avait expliqué que, y compris toutes ces révolutions colorées, y compris depuis la fabrication de la guerre en Afghanistan, depuis le bombardement et la destruction de la Yougoslavie, et je vous en passe, et des meilleurs, Brzezinski lui-même l'avait écrit, qui est un des concepteurs de cette stratégie, c'est détruire l'ennemi principal, la Russie. Actuellement, d'une part, ils s'aperçoivent qu'ils ne vont pas y arriver, et deuxièmement, ils s'aperçoivent que leur ennemi encore plus menaçant, c'est potentiellement la Chine. Donc c'est ça la réorientation. C'est cette perspective générale dans laquelle est pris actuellement, sont pris malheureusement pour eux les populations, notamment arabes, mais pas que, principalement arabes. Dans toutes ces régions, vous avez des arabes et des musulmans. Les arabes ne sont pas tous musulmans et les musulmans ne sont pas tous arabes. Mais la Syrie, c'est quand même un symbole du monde arabe, au même titre d'ailleurs que l'Irak. Je parle sous le contrôle de mes amis. Donc c'est une catastrophe surtout pour le monde arabe. Indépendamment des questions de religion ou autre, d'un point de vue culturel, stratégique, etc. C'est vraiment un coup très dur pour eux, même si c'est également un coup très dur pour les Iraniens qui ne relèvent pas du monde arabe, pas plus d'ailleurs que les Turcs. Est-ce que vous auriez un commentaire complémentaire à faire à ça? Moi, je suis d'accord avec toi, mais pour un petit peu m'approcher de la réponse à la question, est-ce que le chaos n'est pas en train de s'approcher de la Chine? Si, l'objectif est celui-là. On a la pagaille en Ukraine, la pagaille en Palestine, on va détruire... Le mot est faible. Oui, la destruction, c'est l'essentiel. Catastrophique. Catastrophique, c'est l'objectif est là. Mais la dernière fois, moi j'avais signalé que l'avènement, on va voir, l'avènement de Donald Trump, peut-être, elle va dévier un petit peu, parce que s'il arrive à un accord, ils vont arriver à un accord sur la Palestine. Netanyahu, il est triomphal, on va lui proposer une solution de mini-État palestinien, on verra si on rattache Gaza avec l'autre partie de la Palestine, et il sera rassuré. Il n'y aura pas de risque ni de Liban, ni de la Syrie, ni de ses voisins. Israël, elle sera sous garantie d'international, elle sera d'accord. Ils ont triomphé, c'est la triomphe. Oui. Mais Poutine et Trump, elle peut, dans cette politique de donnant-donnant, je donne ça aux Israéliens de la Syrie et je fais la paix avec la Russie. C'est la seule nouveauté dans la théorie de chaos, c'est celle-là. S'il conclut un accord avec la Russie, elle peut faire nous échapper à la guerre mondiale. S'il n'y a pas d'accord
de paix en Ukraine avec la Russie, on ira directement à la Chine. Qu'est-ce qu'il reste? La preuve en est, c'est qu'ils ont essayé de la déclencher en Corée, et ce n'est pas parce que, je crois, on trempe... Surtout à Taïwan. Ah oui, sur Taïwan. Mais là, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de coup d'État à Taïwan. Ouais. Oui, ça peut arriver. Mais si vous voulez, avec Israël, n'oublions pas quand même qu'Israël, malgré cet étalage de force inouï, et puis aucune réponse de la part de l'Occident, on soutient tout ce que fait Israël, mais quand même, le 7... Et on lui pardonne tout. Oui, mais le 7... génocide le mieux documenté de l'histoire contemporaine. Le 7 octobre a montré la fragilité de cet État. C'est la fragilité existentielle. C'est-à-dire, ce ne sont pas les Arabes qui vont détruire l'État, non, ni l'Iran. C'est l'Israël lui-même qui va se détruire avec cette idéologie et cette politique. Parce que quand même, c'est un petit pays. Je suis d'accord. Majed, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Voilà. Sauf Faisal, mais il en parlera. Je suis d'accord. Il y a une autre question. On a dit qu'on laissait... on n'a plus beaucoup de temps. On laisse la parole au public pour les questions. Oui, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Israël dicte sa politique au département d'État américain, comme le prétend Marsheimer, il dit que c'est une prise d'otage, ou est-ce que c'est l'inverse? Parce que depuis un an, il y a un pont aérien continu d'armement vers l'État hébreu, sinon ils auraient été à bout de bombes, si je puis dire, et de matériel pour mener leur politique actuelle. Donc, quelle est la dialectique je précise la position, vous allez répondre, la position de Mearsheimer, que je connais assez bien, c'est que la politique actuelle de ce qu'on appelle les néoconservateurs américains, qui pour la plupart, ça surprend le public français, sont en fait des démocrates, hein, pas des républicains, il y en a aussi des républicains, donc c'est ce qu'on pourrait prétendre être les libéraux, donc la gauche américaine, est une politique complètement absurde, décalée des réalités et liée à, d'une part, des absurdités et enfin, des positions idéologiques et d'autre part, une méconnaissance profonde des réalités du monde, que ce soit les réalités économiques ou les réalités culturelles et historiques. Donc ça, c'est et ça aboutit à une politique effectivement totalement aliénée au sionisme israélien, ce qui n'a pas toujours été le cas, hein. C'est une évolution relativement récente, depuis quelques décennies, et que ça amène à des catastrophes, évidemment, et que pour les mêmes raisons que ce que nous avons évoqué, ça débouchera, ça n'a aucune perspective sur le long terme. Tout à fait. Puisque c'est une injustice profonde, continuée. Voilà. Donc ça, c'est la position de Mearsheimer, mais sa position, c'est effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire que cette idéologie sioniste est aux commandes, y compris à Washington, au Pentagone et ailleurs. Oui, mais sauf que quand même ce qui s'est passé à Gaza, la barbarie, quand même ça a choqué l'opinion publique américaine. Même un ministre de la Défense, le secrétaire à la Défense, Austin, quand même, il a dit cette politique, c'est une faute stratégique. Et c'est celui qui finance... Je confirme. Aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe chez nous, on est vraiment des sous-merdes, comme voilà. nous le savons, mais, non seulement des Américains, mais on est vraiment minables. L'opinion américaine a complètement basculé. Et finalement, il n'y a que le réel qui va l'emporter. Le réel, c'est que les États-Unis, l'Occident, ne peut pas impunément rester dans cette posture quand même qui détruit toute leur idéologie des droits de l'homme, de la démocratie. Maintenant, plus personne ne croit à ça quand il voit comment ils se comportent. Voilà. Alors, conclusion, Faisal. L'Occident est en chute. Si on veut, si on veut revenir sur les propos d'Emmanuel Todd, il est en chute. Donc, il faut pas... Oui, mais enfin, tu as donné les conneries qu'a pu raconter Emmanuel Todd. C'est parce qu'on a oublié les valeurs morales du protestantisme. Alors, je veux dire... Attendez. Vu les conneries que raconte Emmanuel Todd, évidemment, on ne va pas se baser là-dessus. Oui, d'accord. Non. Pour répondre à la question de monsieur,
moi, j'ai la conviction et j'ai beaucoup de preuves qu'Israël ne peut pas diriger la politique américaine, ne peut pas faire aux États-Unis d'Amérique des choses que les Américains ne veulent pas faire. Je pense qu'Israël est un instrument utilisé par les États-Unis d'Amérique dans la région. Pour servir la région. Attendez. Et envoyer 3 portes d'avion pour protéger Israël pendant une année, ça veut dire que au Washington, on est sûr que ce pays doit rester, que ce pays doit jouer le même rôle qu'auparavant et que ce pays doit exister pour toujours. Ce n'est pas parce que les Israéliens peuvent faire aux États-Unis les beaux temps et la pluie, c'est parce que les intérêts américains sont basés dans cette région. Il y a le pétrole, il y a la géopolitique de cette région qui est la région la plus importante du monde. Donc, à mon avis, Israël suit et ne pas guider la politique étrangère américaine. Je pense, c'est d'ailleurs également ce que dit Mearsheimer, incidemment, mais bien sûr, je pourrais dire c'est dialectique, mais bien sûr, les deux sont vrais. L'un ne serait pas possible sans l'autre, si ce n'était pas dans l'intérêt des Américains, oui, ou du moins de ce que certains Américains imaginent à leurs intérêts, ils ne le feraient pas. Israël, 7 millions d'habitants. Oui, non, armés par les États-Unis d'Amérique. Ton raisonnement, financé par les États-Unis d'Amérique. Comment peut-on imaginer que ce petit pays construit je précise, je suis d'accord, mais là on conclut. Tout ça, nous sommes entièrement d'accord en plus. Mais il faut rappeler une chose que les gens ignorent, que les générations actuelles n'ont pas connue, c'est que ça, y compris Chomsky l'a très bien rappelé quand il a raconté que pendant longtemps, le soutien principal et celui qui a armé l'Israël, c'est De Gaulle, c'est la France, jusqu'aux 6 jours. Jusqu'aux 6 jours. Donc cette stratégie américaine a évolué comme par hasard après la guerre des 6 jours, mais on ne va pas refaire. Le rapport de force. On a déjà été assez long pour. Mais le rapport de force a changé. Voilà, beaucoup de choses. Et De Gaulle a compris. Oui, De Gaulle l'a même compris le soir même de l'attaque israélienne, parce que c'était quand même une agression israélienne, la guerre des 6 jours, faut pas l'oublier. Mais les relations privilégiées avec les États-Unis, qui ont abouti à la situation actuelle, où ils se tiennent par la barbichette, sont liées évidemment à des convergences d'intérêts idéologiques, matériels et autres. Enfin, nous sommes marxistes, nous savons d'où ça vient, mais qui ont évolué dans le temps. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais ce que souligne actuellement Mearsheimer, c'est qu'actuellement, ça les conduit, ces intérêts qui prétendent défendre surtout leurs intérêts de classe dirigeante américaine, de grande bourgeoisie américaine, ultra-réactionnaires, ce qu'on appelle les néoconservateurs, assez proches quand même des idées fascisantes, qu'ont eu pas mal d'Américains déjà même avant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, cette évolution actuelle aboutit à des catastrophes. Et que y compris des catastrophes qualifiées d'humanitaires, mais surtout, elle est fondée, c'est ce qu'on a tous répété, sur une injustice fondamentale qui jusqu'ici était quand même pas mal occultée idéologiquement auprès du public, mais qui avec les événements récents, depuis 1 an, maintenant peuvent difficilement être ignorés. C'est-à-dire le fait que Israël est un État fascisant, génocidaire, ultra-violent, qu'il repose sur une injustice immonde perpétrée depuis près de 80 ans à l'encontre des populations locales. Tout le monde commence à le savoir et ça se répand. Et ça, c'est ce qui signe sur le moyen ou long terme la fin. C'est pour là, je suis d'accord avec la conclusion de Majed. Là-dessus, merci, bravo. Voilà, merci. Bon, très bien. Alors, je pense que tout le monde...